Madagascar évoque toujours en chacun de nous plusieurs images. D'abord, l'esprit s'emplit de paysages extraordinaires et luxuriants. Puis, comme pour effacer cette beauté naturelle, se greffent immédiatement sur notre mémoire d'autres scènes, moins agréables, du vu et revu, celles d'une pauvreté de la population d'un pays en voie de développement. Et pourtant, de cette vision noire et surmédiatisée, mes voyages dans ces terres australes ne retiennent rien. Les habitants ne croulent pas sous les richesses et chacun a dû apprendre à gérer et le plus souvent à contourner les difficultés du quotidien. Alors on est ou on devient débrouillard. Comme ici, sur la côte Est, dans un de ces lieux enclavés où l'on n'accède pas par hasard, tant le chemin qui y mène est tortueux. L'endroit reste une terre d'aventure imprégnée des odeurs de flibuste et de cannelle. Dans la dense végétation se cachent des lémuriens et percent les orchidées. Et la mer, superbe, battue par les alizés, en borde les orées. Et à toutes ces odeurs d'épices rares, autrefois tant convoitées, se mêlent le souvenir de pirates qui par le passé s'y installèrent. Il faut aller plus loin encore, braver la route, et parfois ses propres extrêmes. Oser aller plus loin, dans la partie nord de la côte orientale, et rejoindre la baie d'Antongil, la plus vaste de la grande île, qui s'ouvre sur une largeur de 30 km et creuse sur le double l'intérieur des terres. Mananar Nord est la capitale des Betsimisaraks. Riveraine de la baie d'Antongil, cette ville fait partie de ce que l'on appelle le Triangle bleu, dont les sommets regroupent également la ville de Mara-Onsetr et l'île de Sainte-Marie. Mananar se trouve à quelques 290 km au nord de Tamatave, et seule la route nationale 5, de fameuse mémoire ici, les relie. Ou du moins, ce qu'il en reste. La route est encore bitumée sur 160 km. Et au-delà, c'est à la fortune du chemin, pas même d'une piste. Les paysages époustouflants de cet itinéraire n'ont pas changé. Mais ils ne sont plus la distraction du chauffeur. Ici, il ne regarde que la piste et espère ne rien casser. Et puis, il y a de l'eau partout, d'abondance, qui s'écoule des pentes de cette région montagneuse de basse altitude, dont le relief connaît pourtant des dénivelés vertigineux. L'axe est coupé par une multitude de cours d'eau qui descendent des hauts plateaux pour se jeter dans l'océan Indien. Et pour couvrir environ 100 km, il nous faudra prendre pas moins de 6 bacs. Et pour cela, il faut parfois s'armer de patience, car l'attente peut être longue. Les départs ne dépendent tout d'abord que de l'humeur du passeur, qui choisit, selon ses propres critères, quand il doit aller d'une rive à l'autre, et ensuite de l'essence, que la réglementation nous impose de lui donner. Sur les franchissements les plus larges, des embarcations modernes offrent l'occasion de traverser plus confortable. Une aubaine, car avant, c'était cela. Et la navigation de ces vieux rafiaux, sur ces grands cours d'eau, prenait des allures de bateaux ivres, s'ils n'étaient pas en panne, et qu'ils arrivaient tant bien que mal à appareiller. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de problèmes techniques, mais franchir un cours d'eau dépend toujours du seul bon vouloir de l'équipage. Depuis peu, le Fonds européen pour le développement a débloqué quelques 20 millions d'euros à un programme de lutte contre cet enfermement naturel. Quelques ponts, ainsi, émergent donc déjà, ça et là, essentiellement sur les petits cours d'eau. Mais la plupart du temps, il n'y a que les bacs pour transborder. Et s'il s'agit là d'un cours de faible largeur et que l'on veut faire quelques économies d'essence, on retrouve la plus vieille technique du monde, et l'on hale, tout muscle dehors, sur une simple corde tendue de part et d'autre des deux rives.
Le dernier tronçon, moins de 50 km, peut occuper la journée entière. Une piste défoncée et quelques ponts en bois nécessitent ici un 4x4 bien équipé. Malgré cela, à chaque instant, on est assailli de couleurs et d'odeurs. Les multitudes de tons verts et celui des rizières, les parfums de vanille et de girofle. Ce n'est pas pour rien qu'ici, le dieu unique du culte des ancêtres, Zanahari, porte aussi le nom d'Andriyamanitra, le seigneur parfumé. Et sur cette piste, on le prie souvent. À partir de Mananar Nord, la RN5, ou ce qu'il en reste, continue sur un peu plus de 100 km le long de la baie d'Antongil pour achever son tracé à Maro-Ancêtre. Mananar Nord compte plus de 30 000 habitants qui ont appris à vivre cet isolement et faire preuve de ressources pour y mener une vie aussi normale qu'ailleurs à Madagascar. Mais ce qui pose problème pour les populations n'engendre pas que des effets négatifs et avantage même les tenants d'un écotourisme local comme voie de développement. Le massif forestier de Mananar Nord est en effet un des derniers vestiges de cette forêt originelle de la région orientale du pays. Les essences qui la composent et la faune qui l'habite sont en grande partie endémiques. L'endroit est aussi chargé d'histoire. À partir du XVIIIe siècle, ce pays côtier est celui des Betsimisaraks, les nombreux inséparables. Depuis qu'un fils supposé du pirate Thomas White a réuni les peuples qui y vivaient grâce à un pacte de sang, un fatidra, passé entre les principaux chefs lignagés. Dans la presqu'île d'Ambits, près de Mananar Nord, ils conclurent un tsimisarak, un serment d'union plus fort même que le pouvoir qui les liait. Depuis, la pointe d'Ambits est un lieu sacré pour les habitants de la région. On s'y rend pour des rassemblements festifs ou des rituels de purification. On y baigne aussi les nouveau-nés pour conjurer le mauvais sort. Dans cette bande de terre, berceau des Betsimisaraks, de nombreux comptoirs ont établi il y a longtemps les commerces qui rythment toujours la vie des populations locales et qui les ont amenés à développer des cultures d'exportation comme girofle et vanille. Et la vie peut alors s'écouler simplement, tant qu'un cyclone ne viendra pas tout bouleverser. Chacun vaque à son quotidien dans les activités que proposent les ressources naturelles. Pour beaucoup, sur la baie d'Antongil, ce sera la pêche, car ici, comme partout sur les côtes de la Grande Île, on est tourné vers la mer et on sait en tirer ses avantages. Je m'appelle William. J'habite cette maison en bordure de la plage de Mananar. J'ai 32 ans. Je suis marié et je n'ai pas encore d'enfant. Je suis pêcheur et cela fait 2 ans que je vis ici. William ne pêche pas seul. Il est accompagné dans son entreprise par Jean-Claude avec qui, depuis 2 ans, il s'est associé. Il faut bien que quelqu'un tienne la pirogue quand on lance les filets ou qu'on les retire. Les larges ressources halieutiques de Madagascar devraient être une source de revenus importante pour le pays. Mais l'exploitation artisanale souffre de techniques non performantes
et insuffisamment sélective. Le littoral oriental connaît une mer forte, soumise aux aléas cycloniques de décembre à mai. Mais à Mananar, les parois de la baie calment l'intrépidité de l'océan Indien et on peut utiliser sans danger des embarcations très légères. On n'a aussi nul besoin de trop s'éloigner du rivage, car les récifs coralliens sont ici très riches. Les techniques de pêche et le matériel utilisé tirent d'ailleurs leur tradition de cet environnement marin. On utilise des filets maillants ou des lignes, des nasses et même le harpon. Et l'on pêche poissons, poulpes, mollusques et crustacés. Malgré ces traditions séculaires, certains essayent d'améliorer la rentabilité. Une association créée par des femmes de pêcheurs a depuis peu vu le jour. Elle répond au nom de Viavi Pêche Miavak ou Remarquables femmes de pêcheurs. Ce sont elles, en effet, qui ont obtenu le financement du programme sectoriel de développement durable mis en place par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le cousin de William, Roger, dirige l'embarcation de cette association qui compte 14 membres, 8 femmes et 6 hommes. Elle a pu, grâce à ce financement, acheter un bateau plus conséquent et l'équiper d'un moteur. Ce qui permet d'aller plus loin et surtout de pêcher de plus grosses prises. Je m'appelle Roger. Je suis né en 1973 à Maraonsetr. Je suis allé à l'école jusqu'en 3e. Je travaillais bien, mais j'ai dû arrêter l'école car mes parents n'avaient plus les moyens de m'y envoyer. Je suis donc devenu pêcheur. Au départ, comme tout le monde, j'ai appris sur les petites pirogues et puis j'ai eu cette chance de rentrer dans ce groupe. On a pu être financé et avoir ce bateau avec ce moteur. Avec les petits filets, on n'attrapait pas grand-chose. J'ai donc décidé de pêcher avec des grands filets. Et depuis, les conditions de pêche se sont améliorées grâce à cela. Avec les petits filets, on gagnait 20 000 ariary, un peu moins de 10 de vos euros. Alors qu'avec les grands, on arrive facilement à gagner de 200 à 300 000 ariary, c'est-à-dire entre 80 et 140 euros. Ils ont obtenu le bateau, les filets et le moteur. Et le financement n'est pas remboursable, mais tout ce qui est gagné ici est reversé à un organisme de microfinance pour réinvestir dans le développement local. Tout le monde est en fait associé, car c'est la pêche sur les petites pirogues qui apporte de quoi vivre. On se partage les gains. D'ailleurs, c'est Geneviève, l'épouse de William, qui est trésorière de l'association. Ici, dans cette région, dans la baie d'Antongil, il y a énormément de variétés de poissons. Mais du fait de notre manque de matériel, on ne peut pas en prendre beaucoup. Et surtout, contrairement à l'association, on n'en prend que des petits. On vend au tas et non au kilo sur le marché. Un tas vaut 1000 ariary, moins de 50 centimes d'euros. Lorsqu'il fait très beau, on peut gagner jusqu'à 25 euros.
Mais ça ne fait pas beaucoup, car pour nourrir nos 2 familles, il nous en faut le double. William doit donc trouver d'autres revenus pour arriver à nourrir sa famille. Alors, comme la majorité des habitants de la région, il cumule. Il peut par exemple faire le collecteur de clous ou de feuilles de girofle pour le compte d'un des nombreux agriculteurs qui exploitent ici cette pépite. Un peu plus loin à l'intérieur des terres, le village de Vodovoïtre se réveille. À cette heure matinale, l'atmosphère est embaumée d'une odeur chaude, épicée et suave. Ici, comme dans toute la région de Mananar Nord, on cultive donc le girofle. Il en pousse partout. Madagascar est ainsi le 2e exportateur de clous de girofle, après l'île de Zanzibar. Je m'appelle Alexis et j'habite à Vodovoïtre, ce qui signifie « village au pied des collines ». J'ai épousé Efrasie et nous sommes maintenant mariés depuis 10 ans. Nous avons 3 enfants, 2 garçons et une fille. J'ai 34 ans et je suis né ici. J'habite cette maison que nous avons construite il y a 5 ans. Comme tu l'as vu, nous avons aussi créé une petite boutique. Elle s'appelle Alex Boutique. Et c'est mon épouse qui s'en occupe, car moi je suis plutôt cultivateur. Mais je possède aussi un alambic pour faire de l'huile essentielle de girofle. Le giroflier, c'est le produit miracle de Madagascar. Car ses vertus préviennent et traitent les maladies infectieuses, les maux de dents et de ventre. Ses dérivés calment la douleur, et le girofle est aussi utile en cas d'asthénie physique ou intellectuelle. Il sert également au traitement des streptocoques ou staphylocoques. L'exploitation du girofle est donc une source de revenus importante pour les agriculteurs de la côte Est. Et sa récolte, une activité supplémentaire et rémunératrice pour tout le monde. Comme l'est aussi, pour les agriculteurs, la production artisanale d'huile essentielle de cette plante par distillation à la vapeur d'eau. L'endroit où se trouve l'alambic est situé à 15 minutes à pied de la route goudronnée. J'ai installé moi-même cet alambic en 2007. J'ai observé comment faisaient les autres pour apprendre. Pour faire l'huile essentielle, ce n'est pas très dur. On coupe les branches du giroflier qu'on stocke pendant 2 jours pour les faire sécher. Puis on en fait des fagots pour pouvoir les transporter. Pour distiller, on met d'abord de l'eau dans l'alambic et ensuite les feuilles de giroflier. Ensuite, on fabrique des tsatsaki, c'est-à-dire des bouchons avec des feuilles de bananier pour rendre l'alambic hermétique. Puis il faut mettre un récipient de refroidissement à l'autre bout du grand tuyau. C'est seulement après qu'on raccorde l'alambic et le récipient à l'aide de ce grand tuyau. Le récipient de refroidissement est constitué d'un autre tuyau plus petit où passe l'eau et l'essence de girofle. Ce mélange s'écoule dans un seau. L'essence reste au fond et l'eau pénètre à nouveau dans l'alambic.
Il faut à peu près une bonne heure avant que le liquide ne commence à sortir. La cuisson doit durer 24 heures pour une distillation totale. Il y a donc quelqu'un qui reste ici toute la nuit. Et une cuve pleine donnera 5 litres d'huile essentielle. Le matériel d'Alexis est plutôt vétuste et les récipients de cuisson utilisés ont dû voir s'écouler des litres d'huile essentielle. Ils sont faits dans des matières qu'ont depuis longtemps abandonné les industries qui fabriquent à grande échelle le même produit. Mais l'alambic d'Alexis serait plutôt un must, grâce à la richesse en molécules aromatiques de l'huile extraite. Les matériaux traditionnels sont, pour beaucoup, synonymes de qualité supérieure. Et de toute façon, distiller est un art, incompatible avec une distillation industrielle et rapide. Car la distillation à la vapeur d'eau, qui est un procédé ancestral, reste le mieux adapté à l'extraction des essences, surtout de celles que l'on utilisera à des fins thérapeutiques. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Et si Zanahari, le Dieu Tout-Puissant, le veut bien, le liquide s'écoulera. Il faut savoir qu'un peu partout à Madagascar, Zanahari est aisément assimilé par une sorte de syncrétisme au Dieu de la Bible ou du Coran. Et de ce fait, beaucoup de croyances particulières en découlent. On vénère certains lieux sacrés et on respecte les guérisseurs. Et un peu plus loin, à l'écart de l'alambic, se trouve un des plus célèbres guérisseurs de la région. Les Zombiasi, comme les nomment les Malgaches, ont une grande connaissance des plantes, ce qui leur confère le rôle de médecins traditionnels. Ils ont aussi une aura magique, car les médications qu'ils proposent, accompagnées de gestes rituels, invoquent les esprits et les puissances. Je m'appelle Ib Charlemagne. Et cela fait 10 ans que je suis guérisseur. Tout a commencé quand je suis tombé malade. Pendant 4 ans, j'ai fréquenté tous les hôpitaux de la région. Antala, Antsiranan, Mananar, Sainte-Marie, Tamatave. Aucun n'a pu me soigner. J'ai perdu la vue. J'avais des maux de ventre et les membres tétanisés. Je suis allé voir une guérisseuse qui s'appelle Det et qui vient de l'Ouest. Elle m'a guéri, mais m'a dit que moi aussi je devais soigner les gens. J'ai refusé et je suis retombé malade. Det m'a de nouveau soigné et là j'ai accepté d'obéir aux esprits et de devenir guérisseur à mon tour. Dès le début, je suis arrivé à soigner une centaine de malades, notamment les fractures, assister les accouchements, soigner les maux de ventre et les maux de tête. Et depuis que j'exerce, je ne suis plus jamais retombé malade. Dans le pays des Bétimisarak, le médecin, au sens occidental du terme, ne sera consulté qu'en cas d'échec des thérapies traditionnelles. La maladie est d'abord traitée chez soi, et la thérapeute est souvent la mère de famille. L'acquisition de ses connaissances médicales repose sur la transmission orale que lui a donnée sa propre mère. L'intervention d'une personne extérieure n'est utile que si la maladie est jugée plus grave. Dans ce cas, on fait alors appel à un guérisseur qui prescrira des recettes de plantes médicinales. Mais si l'origine du mal est plus obscure, alors l'intervention d'un Ambiasi, un devin guérisseur comme Ibé Charlemagne, est nécessaire. Et le giroflier est donc bien sûr présent dans la pharmacopée des guérisseurs, mais sous d'autres formes que celles obtenues par distillation. Alexis ne sait d'ailleurs lui-même pas à quoi sert l'huile essentielle qu'il fabrique. Ce qu'il sait, c'est que si les rendements des autres plantes sont généralement faibles, de 1 à 5%, celui du giroflier peut dépasser les 15%. Pour les petits récoltants, l'opération n'est pourtant pas si rentable. Notre problème, c'est que le prix d'achat est très faible.
environ 2,50 € pour 1 litre. Alors que dans les grandes villes, les acheteurs revendent la marchandise à 4,50 € le litre. Je souhaiterais obtenir un meilleur prix pour mon essence et que les opérateurs coopèrent davantage car ils sont trop stricts et refusent régulièrement, malgré sa qualité, ma marchandise. Ils essaient en permanence de baisser les prix. Alors souvent on refuse. La concurrence est rude, car beaucoup exercent ici cette activité. Et Alexis, par obligation, s'est associé avec 5 autres personnes avec qui il partage les bénéfices. Il aurait pu faire fonctionner son alambic avec l'aide de sa famille, mais il ne possède pas assez de girofliers pour pouvoir l'alimenter régulièrement en feuilles. Des activités complémentaires comme celle-ci permettent d'arrondir les fins de mois, et en pays Betsimisaraq, tout le monde en use. Et ceux qui, comme William, n'ont pas de terre, se mettent parfois au service d'autres, afin de récolter quelques deniers supplémentaires dans l'escarcelle familiale. Mais pour lui, qui est propriétaire de son petit bateau, c'est la pêche qui reste l'activité principale. Sur ce créneau, il n'est pas le seul à avoir un rôle. Sa part de travail accomplie, il va alors passer le flambeau à sa femme. Traditionnellement, les épouses se réservent le petit élevage, la pêche en eau douce et l'artisanat. Et c'est à elles qu'incombe la vente. Ce sont généralement les femmes qui écoulent les produits sur les marchés. Dans son propre cas, entre sa fonction de trésorière de l'association de femmes de pêcheurs et sa part de travail domestique, Geneviève a trouvé à s'organiser pour améliorer à la fois les conditions de travail de tous et les revenus de son ménage. Et puis, les femmes Betsimisaraq jouent depuis le XVIIe siècle un rôle déterminant dans le contact entre les autochtones et les étrangers. Elles en tirèrent prestige et fortune, même si après la conquête du littoral par les Mérines, les alliances avec l'étranger ne sont plus au cœur des enjeux du pouvoir local. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les femmes continuent de bénéficier d'un statut particulier, qu'elles soient ménagères, concubines ou simples domestiques. Auxiliaires indispensables des traitants et incontournables soutiens des missionnaires, elles sont des intermédiaires culturels de premier plan. Novatrices en matière de religion, revendicatrices parfois et source de conflits pour les diplomates et les gouverneurs, elles sont néanmoins indispensables à ces derniers en ce qui concerne la gestion des rapports avec l'étranger, les vasas, comme on les appelle ici. Chez les Betsimisaraq, on reprend encore aujourd'hui, dans l'éducation des jeunes filles, ces principes établis dans un passé pas si éloigné. Geneviève sait, pour avoir été éduquée de cette façon, saisir les occasions d'améliorer ses ventes, en proposant par exemple directement son poisson à des étrangers qui, au fil du temps, sont devenus des clients réguliers. À Mananar Nord, il n'y a pas beaucoup d'Européens. En fait, il n'y a que Max et Karine. Lui est un ancien cadre de la grande distribution et elle s'est contentée, en plus de ses activités professionnelles, d'élever leurs 3 enfants qui maintenant sont grands. Ensemble, ils ont promené leur envie d'ailleurs un moment avant de se poser ici et de prendre un hôtel en gérance. Geneviève n'a pas long à faire pour aller ravitailler Karine en poisson. L'hôtel est à une centaine de mètres de chez elle. Le petit ensemble que font tourner Karine et Max est constitué de 8 bungalows, dont 6
portent chacun le nom d'une des villes chefs-lieux des provinces malgaches. Les deux femmes ont appris à se connaître et à s'apprécier. Depuis 4 ans, Karine et Max, qui ne savaient rien de la culture malgache, ont su parfaitement s'adapter, au point de maîtriser en partie la langue et surtout de se fondre dans l'échiquier local. Une adaptation qui pourrait apparaître comme convenue, mais il n'en est rien. Max et Karine font leur petit bonhomme de chemin, écartant parfois les convenances, mais surtout sans préoccupation mercantile, se mettant au service des autres. Une loque, hein? Samedi? Pescaval. Pescaval? Oh! Bon, ça, allez, faire quelques-unes. Bonjour, je m'appelle Karine, j'ai débarqué il y a 4 ans. Nous avons eu l'opportunité de reprendre en gérance ce bungalow. Nous avons eu le coup de foudre et nous voilà donc gérants de l'hôtel Ayai Mananara Nord. On s'est très bien adapté au milieu, aux gens, ils sont très sympathiques, très conviviaux, très amicaux. Et ils ont bien apprécié d'avoir des vasas à Mananar. Nous sommes les seuls vasas de Mananar. Je travaille à l'école aussi comme institutrice, donc ça nous aide beaucoup à nous faire participer à la vie du village. J'aimerais récupérer des livres en français ou en anglais pour monter une vraie bibliothèque à Mananar. L'existence d'une bibliothèque ici serait en effet un atout important pour aider à la formation scolaire des jeunes de la ville. Dans la région de Mananar Nord, 40% de la population a moins de 18 ans et malgré son enclavement, la majorité de ses enfants y est scolarisée. Une proportion qui dépasse les chiffres nationaux. Ainsi, en 2005, on relevait pour tout Madagascar un taux de scolarisation s'élevant à 51% et un taux d'alphabétisation de plus de 70%. Si sur la grande île, les jours de marché sont en règle générale déterminés en fonction des fadis, c'est-à-dire des interdits, des tabous locaux, ce n'est pas le cas à Mananar Nord. Le marché est permanent et il a lieu tous les jours. Les marchés de Madagascar font partie du patrimoine des Malgaches. Depuis 2 siècles, et grâce à des réformes politiques, ils sont organisés pour une population active qui, à 80%, vend pour vivre. Quand on s'engouffre entre les étals d'un marché local, on pénètre dans un espace dans lequel toutes les odeurs de la campagne malgache se sont donné rendez-vous. Selon le moment de l'année, c'est une de ces épices, en pleine période de récolte, qui va tenter de dissimuler toutes les autres saveurs derrière sa propre senteur. Ou cette autre plante, dont les feuilles ou les gousses vont recouvrir les couleurs de leur teinte unique. Geneviève, l'épouse de William, notre pêcheur, vient quotidiennement sur le marché de Mananar. Pour vendre ses poissons d'abord, mais elle aime cette ambiance, elle en apprécie l'animation, les couleurs et les odeurs qui évoquent pour nous Européens tout à la fois la rue africaine et les souks orientaux. C'est un lieu par excellence où on prend le temps d'apprécier le jardin malgache, qui produit d'innombrables variétés de fruits et de légumes, et puis, au plaisir d'acheter se conjugue toujours celui de marchander, comme le veut la coutume. Plus loin, ce sont les pêcheurs que l'on voit s'affairer, ou plutôt leurs épouses. C'est le domaine de Geneviève. Un emplacement lui est réservé et chaque jour, elle organise son étal, classe ses poissons selon les espèces. Toute l'année, les habitants de la région seront sûrs de les trouver sur le marché de Mananar Nord. Ce qui n'est pas le cas de certains autres produits, comme la viande, le poulet ou les nombreuses espèces fruitières. On peut effectivement se poser la question sur cette pénurie temporaire, car ici les fruits et légumes poussent pratiquement partout, et pas seulement dans les vergers. On trouve même du café qui s'extirpe du sol, presque à l'état sauvage.
si le marché de Mananaar Nord est bien achalandé aujourd'hui, quand sera venu le temps du girofle et de la vanille, tout le monde visera ces autres activités et leurs salaires attractifs. On les fera donc, même au détriment de l'agriculture classique. Et il n'y aura plus alors sur les étals que les poissons pour assurer subsistance à tout le monde. Mais il n'y a pas que girofle et vanille comme richesse régionale. On prend la peine d'aller chercher son salaire partout où il se trouve, et certains sauront également se tourner vers le quartz. Car Madagascar est l'un des grands pays du quartz, unique grâce à la variété et la rareté de ses pierres à inclusion. Et pourtant, toutes ces ressources minières ne sont pas ou pas assez exploitées. Mananaar Nord possède ses propres ressources minérales, de quartz cristal principalement. Ce quartz piézoélectrique est mondialement reconnu pour ses qualités optiques supérieures à celles du quartz du Brésil ou des autres régions du globe. Et les gisements sont innombrables. Il suffit ainsi parfois de se promener en brousse ou dans la forêt pour trouver des indices de la présence de cristaux dans le sous-sol. Le secteur minier a pratiquement toujours été un monopole d'État. Depuis longtemps exploité par de gros collecteurs, les gisements affleurants sont en passe d'être pratiquement épuisés. Alors la recherche et la collecte restent une activité secondaire pour les habitants du pays. Car pour le petit mineur occasionnel, mal outillé, comme ici, à Ambodiroutre, c'est un peu plus difficile. Je m'appelle Gabriel et je travaille dans ma mine de quartz. J'aime ce travail, mais les prix varient selon la qualité du quartz. Le problème, c'est qu'on manque de matériel performant. Souvent, on cherche pendant une journée entière sans rien trouver. En plus, c'est un travail fatigant. On partage entre nous les bénéfices de la vente des pierres. Moi, j'ai arrêté l'école en 3e. Et après, il a fallu que je travaille, que je trouve quelque chose à faire pour gagner de l'argent. J'ai de nombreux frères et sœurs, donc il était impossible pour mes parents, qui ne sont pas très riches, de continuer à me nourrir. Alors j'ai pris cette petite concession que j'exploite avec quelques amis. Gabriel sait que son travail ne sera donc pas forcément bien récompensé. Mais il a pris conscience que ce moyen de se faire un peu d'argent est presque éternel. Et puis, il a tout juste 20 ans, et malgré son jeune âge, il est quand même le chef de son chantier. Pourtant, la vente du quartz qu'il vient de trouver ne lui rapportera qu'environ 20 000 ariary, à peine 8 €, pas très cher payé. Mais le quartz de qualité supérieure se trouve souvent dans les profondeurs de la terre. Voici ce qu'on a trouvé. Ils sont petits et de mauvaise qualité. Celui-là, il est de 3e qualité et les autres, ils sont fumés. On se fera pas beaucoup d'argent aujourd'hui. À proximité du chantier de Gabriel, un étrange cortège attire mon attention. La nature continuant à offrir ce qu'elle peut pour la subsistance des hommes, les habitants du pays Betsemi-Sarak n'ont pas fini d'en varier les exploitations possibles. La canne à sucre est cultivée par beaucoup d'agriculteurs. On trouvera donc là l'occasion d'une activité de plus en participant aux récoltes de cette plante. Puis, par tradition, chacun ou presque se lancera dans la fabrication d'un autre produit destiné à la consommation locale, le betse-betse. Le betse-betse, une boisson alcoolisée, est la principale fabrication artisanale que l'on tire de la canne à sucre. Et la boisson n'a pas que des utilisations apéritives.
Cet alcool de canne est présent lors d'événements divers de la vie ici, au cours desquels il est employé à des fins plus rituelles. Ainsi, la tradition veut que lors de la construction d'une maison, avant de mettre le toit, on rende hommage à Zanahari et aux ancêtres en versant le liquide sur le sol de l'habitation. À Madagascar, on pense qu'un être continue de vivre malgré la mort, tant qu'il y a au moins une personne qui pense à lui. Son âme est toujours présente, alors on lui rend hommage à chaque fois que l'on peut. Et quand on consomme du betse-betse, on en verse une lichette à terre pour trinquer avec un parent ou un ami disparu. Lors de différentes fêtes de la communauté, comme pendant le Tsabora, d'importantes quantités de betse-betse sont distribuées. Le Tsabora, une pratique traditionnelle qui renforce les liens sociaux, est répandue dans la région ouest de Madagascar. Je m'appelle Véou Jean-Baptiste Juvarlin. J'ai 17 ans et j'habite ici, à Amboudiroutre. Pour faire le betse-betse, on va d'abord couper de la canne à sucre dans un champ qui ne se trouve pas très loin d'ici. Ensuite, on ramène les fagots et tout le matériel nécessaire ici, aux fangarines, c'est-à-dire au pressoir. Après, on presse les cannes et le jus s'écoule dans la marmite. Une fois la marmite pleine, on filtre le jus que l'on verse dans un jerrycan. Plus tard, on y mettra du bélaï, une sorte d'écorce de bois qui va permettre au jus de canne à sucre de fermenter. La fermentation dure environ 3 jours. Quand l'alcool est prêt, on le laisse dans les jerrycans et on va le vendre à Mananar. Cela ne vaut pas très cher, mais on arrive à survivre grâce à ça. Ainsi, comme Léonie, la cousine de Jean-Baptiste, on vit au plus près de la nature et on survit avec les nombreux moyens qu'elle peut offrir. Ce jeune bouilleur de cru travaille à son hectare 1 jour sur 2 et réussit à fabriquer 60 litres à chaque fois. Toute la production est destinée à la vente sur le marché ou plus simplement en pleine rue. Le litre coûte environ 500 ariari, moins de 20 centimes d'euros. Mais c'est un travail de plus que l'on fait en famille lorsque ce n'est pas la saison de la vanille ou du girofle. Si les salaires sont maigres, en attendant dans la plupart des activités que chacun ici aura à cœur de diversifier, ils permettent quand même, en s'additionnant, de se construire une vie correcte au regard des difficultés du pays et de cette situation d'enclavement de la région de Mananar. Il existe pourtant un port à Mananar Nord qui désenclave un peu la ville. Mais pour l'instant, les bateaux sont à quai, car le passage qui mène à la baie est obstrué. Donc, par tradition, on attend le jour où un nouveau cyclone viendra déboucher ce que le précédent a bouché. Ici, on est pêcheur ou agriculteur en priorité. Mais on a constaté qu'environ 1 ménage sur 2 utilise une partie de son temps à d'autres activités lucratives. Les plus lucratives de ces activités seront, ici comme ailleurs, celles qui demandent un vrai savoir-faire. Ainsi, l'histoire maritime du pays malgache offre l'une d'elles, la construction de boutres. Chien et fils de chien, celui qui urine ici, signale ce panneau sous ce bateau en chantier. Car la construction d'un boutre peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années, en fonction de l'argent que l'on possédera pour acheter les matériaux. Présent de l'Inde jusqu'à Madagascar, en passant par le Yémen, le boutre est un bateau d'origine arabe, dont les constructions remontent à plus de 1000 ans. Leur forme est un avantage sur ces côtes, car leur faible tirant d'eau leur permet, comme les pirogues, de se faufiler partout.
Je m'appelle Francis. J'ai 32 ans. J'ai appris grâce à mon père comment construire ce type de bateau. Une aubaine que je me sois si rapidement adapté, car j'ai arrêté l'école en 6e. J'avais alors 17 ans. Je ne savais pas quoi faire, et comme on habite à côté de la mer, la construction de bateaux est une tradition dans la famille. Pour ce boutre, j'ai commencé sa construction il y a 6 mois. C'est un problème de matériaux, de bois. On en trouve dans les environs, mais en période de pénurie, il faut aller le chercher plus loin, vers le cap Massoal, ce qui ralentit considérablement la construction. Celui-ci jauge 8 tonnes. Sa construction durera plus de 6 mois avec les 6 personnes qui travaillent sur le chantier. 34 planches, 206 demi-madriers, 24 mandrins, 50 kg de pointe, 200 kg de résine et d'huile de vidange mélangée et 40 kg de peinture auront été nécessaires pour sa construction. Si Toto Jean, son futur propriétaire, veut voir son bateau durer une dizaine d'années, il devra bien l'entretenir et le nettoyer après chaque voyage. Il pourra alors prendre une trentaine de passagers à bord et embarquer en même temps 2 tonnes de marchandises. William, le pêcheur, espère bien aussi qu'un jour ses horizons vont s'élargir. Pour sa part, il ne travaille pas sur les chantiers de bateaux et il ne fait pas le mineur occasionnel. Mais il ne perd pas de vue qu'il pourrait y trouver aussi des revenus si un jour sa pêche, et puis le betsé qu'il fabrique, la vanille et le girofle qu'il récolte, n'étaient plus suffisants pour assurer les besoins de toute sa famille. Mon village natal se trouve à Maraonset. Le prix des poissons est un peu différent d'ici. C'est moins cher à la vente, donc nous, pêcheurs, nous gagnons beaucoup moins d'argent. Et c'est pour cette raison que je suis venu ici. Mon souhait est de gagner suffisamment d'argent pour retourner dans mon village natal et de faire construire une maison en dur pour ma famille. Et surtout pouvoir me payer un bateau à moteur et avoir cette possibilité de donner une bonne éducation à mes futurs enfants. Je reste un instant songeur au propos de William. J'observe tous ces gens qui vivent dans ce sanctuaire un peu sauvage qu'est la baie d'Antongil. Je repense aux histoires hautes en couleurs que l'on m'a contées sur ce lieu, aux navigateurs portugais, aux bâtiments hollandais de la Compagnie des Indes qui y firent escale. Il n'est pas pour rien que cet endroit enclavé ait servi, il y a 3 siècles à peine, de repère aux flibustiers et de base arrière pour les razzias d'esclaves que les Betty Missarak effectuaient aux Comores et en Afrique orientale. C'est là qu'aurait pu s'achever mon voyage, inondé de ces images de vie, juste au-delà de cette RN5. Mais une frontière passée, ne laisse-t-elle pas tout de suite imaginer la suivante? La magie, la chaleur des habitants me pousse maintenant vers une autre limite, la RN5 bis, de l'autre côté de la baie d'Antongil. Je veux m'enivrer cette fois des odeurs de la côte de la vanille et m'enfoncer un peu plus dans les magies de Madagascar, à la découverte de la montagne d'Ambre, au cœur du pays des Antakaran, pour m'arrêter au terme de la grande île et contempler l'océan Indien de Diego Suarez.